Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Mon sujet aujourd'hui, si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Avec les guerres terrestres en Europe et au Moyen-Orient, dont nous sommes les témoins, ainsi que les tensions exacerbées en Asie, les spéculations sur le fait que nous soyons au bord ou au début d'une troisième guerre mondiale se multiplient dans les déclarations de nombre de dirigeants politiques. L'ordre international se divise à nouveau en deux sphères idéologiques. D'un côté, il y a les États-Unis et les pays qui tentent de préserver les acquis de liberté et de prospérité de ces dizaines de dernières années. De l'autre, il y a les pays qui estiment que ces acquis ont été obtenus à leurs dépens ou qui mettent en péril leur contrôle intérieur. Cet axe de pays lésés comprend la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Ceux-ci renforcent leurs forces militaires dans le but de nous vaincre. Je parle de l'Occident. Ils intensifient leur coopération, commettent des actes de sabotage à notre encontre, exploitent l'ouverture de nos sociétés pour influencer nos opinions publiques et mettent à l'épreuve notre volonté de défendre nos intérêts et ceux de nos alliés. Depuis la fin de la guerre froide en 1991, la stratégie américaine a consisté à étendre la géographie des sociétés libres, notamment en Europe. Cette stratégie a cherché à avancer prudemment en brouillant les frontières entre les domaines où des engagements solennels ont été pris et ceux où ils ne l'ont pas été. Par exemple, plutôt que d'admettre précipitamment les anciens États du pacte de Varsovie et les États soviétiques au sein de l'OTAN, comme ils le souhaitaient désespérément, les États-Unis ont établi un partenariat pour la paix en tant qu'étape intermédiaire. Ce partenariat offrait un lien avec le club des pays pour lesquels les États-Unis assument la responsabilité. Et je cite, « Nous considérons toute attaque armée contre l'un ou plusieurs de ces pays en Europe ou en Amérique du Nord comme une attaque contre tous. » L'objectif ici était d'avancer progressivement afin que la Russie ait le temps de s'acclimater à la nouvelle réalité de sa puissance diminuée. Cela a également servi à conditionner l'opinion publique américaine de sorte qu'au moment où se posait la question de l'admission de la Pologne, par exemple, sous l'égide américaine, la réponse était « ne le sont-ils pas déjà ?» Ce que la Chine et la Russie ont réussi à faire, c'est clarifier brutalement la frontière entre les pays que les États-Unis défendront et ceux qu'ils ne défendront pas. En mettant en péril les États les plus vulnérables, ils ont contraint les États-Unis à prouver leur capacité de protection. Les derniers présidents américains ont cependant hésité. Le président Bush, George W. Bush, s'est engagé à retirer les troupes américaines d'Irak, laissant un gouvernement en transition exposé à l'ingérence iranienne. Le président Barack Obama a proféré des menaces contre Bachar el-Assad en Syrie, mais n'a pas mis ces menaces à exécution. Le président Donald Trump a menacé d'abandonner l'OTAN, a refusé de riposter aux attaques iraniennes contre l'Arabie saoudite et a encouragé les attaques russes. Enfin, le président Joe Biden a cherché à mettre à l'épreuve la Chine en tentant de voir si elle respecterait son engagement indéfini de défendre l'île de Taïwan. Il a pris cette décision à 4 reprises. Et des responsables de l'administration ont rapidement corrigé le tir. Les scènes humiliantes du retrait précipité d'Afghanistan par les États-Unis et l'insistance du président et de son conseiller à la sécurité nationale sur son caractère inévitable incitent certainement les alliés à remettre en question les engagements de Biden tout en encourageant les adversaires à les mettre à l'épreuve. Plus particulièrement, le président a exprimé sa crainte d'une guerre plus large depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Alors que la Russie envahissait l'Ukraine, Biden avait ordonné le retrait d'urgence des instructeurs de la garde nationale américaine présents en Ukraine. Il avait alors insisté sur le fait que cela ne devait pas impliquer d'engagement direct tels que la fourniture d'avions à l'Ukraine ou l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne. Il avait aussi affirmé que la contribution des États-Unis au maintien de la souveraineté de ce territoire internationalement reconnu
pourrait déclencher une troisième guerre mondiale, tout en promettant de faire tout ce qui est nécessaire aussi longtemps que nécessaire. L'administration Biden avait hésité à fournir des armes à l'Ukraine lorsqu'elles étaient nécessaires. Elle s'est souvent retrouvée contrainte de renoncer à l'ensemble de ses refus seulement après que ses alliés européens, les pays les plus exposés que les États-Unis à une attaque russe, l'avaient déjà fait. Le président Biden avait exclu l'Ukraine de notre périmètre de défense. Le secrétaire d'État Dean Acheson, sous l'ère Truman, avait fait de même avec la Corée du Sud en 1950. Cela a fixé la limite de l'engagement des États-Unis à défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. De telles actions encouragent l'axe des pays lésés à continuer de saper la sécurité d'autres États, des États auxquels nous sommes alliés, qui nous tiennent à cœur ou dont nous dépendons pour notre prospérité. Lorsque je dis nous, je parle comme si je parlais au nom des Américains ou au nom des Européens. Nos ennemis nourrissent des ambitions de conquête régionale et cherchent à empêcher les États-Unis d'intervenir, car sans la puissance nucléaire des États-Unis, nos alliés régionaux ne pourraient se protéger. La Russie menace d'utiliser l'arme nucléaire si les États-Unis aident l'Ukraine, espérant ainsi dissuader cette aide. La Chine attaque les navires des gardes-côtes philippins, espérant que les États-Unis ne viendront pas à leur secours, bien qu'ils soient des alliés des États-Unis par traité. La Corée du Nord tire des missiles au-dessus de la mer du Japon et mène des opérations d'espionnage contre la Corée du Sud, testant ainsi sa capacité à se soustraire au parapluie de défense américain. L'Iran attaque l'Arabie saoudite, espérant à juste titre. Et il s'est avéré que les États-Unis rechignaient à répondre. Leur idéal serait une guerre mondiale sans participation américaine, certes. Elle aboutirait à une domination de la Chine en Asie, de la Russie en Europe, de la Corée du Nord sur la péninsule coréenne et de l'Iran au Moyen-Orient. Ceux qui craignent que les États-Unis ne soient contraints de se battre pour honorer leur engagement envers leurs alliés cherchent des échappatoires juridiques astucieux, pour éviter la guerre. Ils soulignent par exemple que le traité de l'OTAN n'engage techniquement les États-Unis qu'à des consultations en cas d'attaque contre un allié. De telles subtilités ignorent les conséquences stratégiques de ce qui serait incontestablement interprété comme un abandon par les États-Unis d'un engagement qu'ils ont respecté depuis maintenant 80 ans. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a raison de dire que les sociétés libres doivent adopter un état d'esprit de guerre. Il insiste sur le fait que les alliés ne sont pas prêts à ce qui les attend dans 4 ou 5 ans. Cependant, nous n'avons peut-être pas 4 ou 5 ans à notre disposition. Ni ce délai, ni le succès ne nous sont garantis. Les alliés de l'OTAN, dont les États-Unis, manquent d'armes et de munitions pour mener des guerres de haute intensité. L'Ukraine utilise autant d'obus d'artillerie en 1 mois que les États-Unis peuvent en produire en 1 an. La Chine, à elle seule, compte 371 navires dans sa marine. Tandis que, le saviez-vous, l'US Navy n'en possède plus que 290. Et la construction navale chinoise peut produire 230 fois plus que la nôtre. Je vous rappelle que je parle au nom de l'Occident, États-Unis ou Européens. La Russie consacre désormais 1/3 de son budget public à la défense et a réorienté son économie vers la production militaire. La Corée du Nord fournit à la Russie les troupes dont elle a besoin pour la guerre en Ukraine. L'Iran lui fournit des drones et la Chine du matériel de guerre. Qu'en dites-vous? Le meilleur moyen et le moins coûteux de gagner des guerres est d'empêcher les ennemis de croire qu'ils peuvent gagner. Pour y parvenir, ce que l'on appelle dans les milieux de la défense le rétablissement de la dissuasion, il faudra s'engager à augmenter considérablement les dépenses de défense. En Europe surtout. Il faudra également invoquer la loi sur la production de défense pour accélérer la production d'armes et de munitions et recruter une force conventionnelle
beaucoup plus importantes. Ces mesures renforceraient l'armée non seulement américaine, mais européenne d'autant plus, et empêcheraient probablement une attaque contre les pays européens. Des choix difficiles, un travail acharné seront nécessaires pour reconstruire la puissance militaire occidentale, surtout européenne. Il faudra détourner des fonds d'autres besoins importants et urgents, convaincre la jeunesse d'Occident de s'engager ou de se réengager, bouleverser les pratiques habituelles, permettre à l'armée de se concentrer sur sa mission principale et de la tenir à l'écart des guerres culturelles. Les dirigeants devront également agir en hommes d'État. Ces éléments-là étaient peu présents sous l'administration de Biden et les différents régimes néolibéraux d'Europe occidentale. Et moi voici que maintenant l'administration Trump vient avec, disons-le, ses gros sabots, dans un magasin de porcelaine et va ajouter ici et maintenant de nouveaux défis. Cependant, ces mesures dont je parle ne suffiront pas à elles seules à empêcher les attaques contre l'Europe et les États-Unis. En effet, ses ennemis, Iran, Corée du Nord, Russie, Chine, seront tentés, toujours à mon avis, de mettre à l'épreuve notre volonté de protéger les pays que nous nous sommes engagés à défendre. La guerre en Ukraine est un avertissement providentiel de la puissance et de la menace croissante de nos adversaires si nous voulons empêcher la dégradation de l'ordre international. Nous devrons restaurer la crédibilité de nos engagements. Cela implique de réduire le poids de nos craintes et de susciter une plus grande inquiétude de la part de ces pays-là, Chine, Russie, Iran, etc., etc. Sinon, les États-Unis resteront telle une ville médiévale fortifiée, certes en sécurité, mais appauvrie et entourée de forces hostiles. Voilà, la situation n'est pas très brillante. Elle ne nous propose pas un au-delà optimiste, un devenir, qui ouvrirait des horizons de lendemain chantant, comme on disait. Mais face à cela, si vasem passem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et nous en savons quelque chose ici en Israël. Shalom, shalom. À très bientôt pour une nouvelle émission des Passions d'un Hébreu.